Je vais également appeler Alexis Gazot du cabinet Ernst & Young, auteur de l'étude que vous mentionniez, Monsieur Pujol, Jean-Guillaume Péladan de l'ADEME, directeur des investissements d'avenir. Et puis, alors, il y a eu une petite confusion. Daniel Simonato de Provence est physiquement avec nous. Hein. Il est là, il est ici présent. Il va d'ailleurs nous rejoindre puisqu'il va faire son intervention à la tribune. Mais ce sont ses équipes en Provence qui nous regardent. Donc, coucou, bonjour, nous sommes là. Voilà. Bah, si vous voulez. Moi, je vais me mettre là-bas. Alors, on va commencer par un tableau économique de la filière CSP en France. Alexis Gazot, vous avez travaillé sur ce sujet. Vous avez remis une étude au CER. Le CSP, ça pèse économiquement combien? C'est quoi? Qui sont les forces en présence? Quel est l'écosystème du CSP? Est-ce que vous pouvez nous décrire tout ça avec vos chiffres à vous? Et je vous donne d'ailleurs le petit outil de manipulation des PowerPoint. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexis Gazot du cabinet Ernst & Young. Effectivement, on a été mandaté il y a quelques mois par le syndicat des énergies renouvelables pour travailler sur une analyse des retombées économiques qu'on pouvait attendre du développement de la filière solaire thermodynamique, alors que j'appelle aussi CSP dans ma présentation, Concentrated Solar Power. Mais des retombées économiques en France. Alors, au départ, le sujet pouvait interpeller. Alors, il interpellait pourquoi? Parce que finalement, on nous disait assez régulièrement, mais c'est une filière qui est vouée essentiellement à un développement à l'export. Et à l'export, beaucoup de pays, le Maroc notamment, mais c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas de beaucoup d'autres pays, attendent qu'un certain nombre d'éléments soient fabriqués sur place. Ils attendent aussi du contenu local pour développer eux aussi leur économie, créer de l'emploi localement. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme création d'activités, comme création d'emplois en France, vu que la plupart des projets seront construits à l'étranger? Alors c'est vrai, mais pour autant, le sujet méritait d'être creusé. Alexis, rapprochez le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il y a un autre point également sur lequel on a été interpellé, c'est qu'on entendait des voix s'élever pour nous dire, mais finalement, c'est une filière qui semble peut-être un peu au creux de la vague, un petit peu dépassée par le photovoltaïque qui a connu une baisse de coûts beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait attendre. Donc finalement, aujourd'hui, effectivement, Jean-Louis Ball le rappelait, on a 2,5 à 3 gigawatts installés. C'est très faible par rapport à ce qu'on voit pour le solaire PV, plus de 100 gigawatts au niveau mondial. Donc finalement, quel est le potentiel réel par rapport à cela? Donc ça fait partie des sujets qu'on a essayé de creuser pour comprendre ce que pouvait générer le développement de cette filière en France ou à l'international, d'un point de vue d'une création de valeur ajoutée en France, donc d'un point de vue de création de PIB additionnel en France, et notamment d'emplois. Alors, sur l'aspect méthodologique, je ne vais pas vous barber, je dirais, de détails, mais on pourra en discuter de manière bilatérale si vous le souhaitez. Très rapidement, ce qu'on a fait, c'était essayer de conduire une analyse macroéconomique relativement classique, en travaillant sur différents effets économiques qu'on pouvait attendre, donc des effets directs, c'est-à-dire finalement du développement d'activités pour les entreprises qui sont pleinement intégrées dans la chaîne de valeur du solaire thermodynamique en France, et j'y reviendrai. Il y a également des effets indirects, c'est-à-dire finalement l'activité supplémentaire pour les sous-traitants, pour les fournisseurs de ces acteurs directs, et puis des effets induits. C'est assez classique, je ne m'arrête pas tellement là-dessus. En revanche, je voudrais peut-être m'arrêter sur les éléments d'hypothèse, à savoir que finalement, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, à savoir qu'on est parti du principe qu'on allait regarder un marché qui aujourd'hui, effectivement, est assez restreint en termes de capacité installée, mais pour lequel il y a différentes hypothèses de développement. Alors, on aura d'autres intervenants aujourd'hui, je crois notamment l'AIE, etc., qui reviendront sur certaines hypothèses. Nous, en s'appuyant sur des publications officielles, et notamment de l'Agence internationale de l'énergie, on est parti du principe qu'on pouvait attendre d'ici 2020 à peu près 14 gigawatts supplémentaires, et à l'horizon 2030, un montant un peu supérieur, mais en tout cas, gardez en tête cet horizon 2020 sur lequel on s'est dit 14 gigawatts, c'est possible. Ça fait 9 PR. Oui.
Alors après, pour se dire finalement dans ces 14 gigawatts, quelle est la part de marché que peuvent viser les acteurs français, c'est un peu plus compliqué. Alors évidemment, il y a eu des travaux qui avaient déjà été conduits, notamment dans le cadre des feuilles de route technologiques qui ont été établies par le SER avec l'ADEME, etc. Et finalement, ce qu'on se rendait compte, c'est quelle est aujourd'hui la place de la filière française dans le paysage du solaire thermodynamique. C'est pas très simple, mais finalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le paysage n'est pas si... il n'y a pas tant d'acteurs que ça au niveau mondial. Il y a effectivement des acteurs qui se sont retirés, ça a été dit et redit. Et du coup, en parallèle, il y a également des acteurs qui ont fait des entrées dans ce marché. Donc c'est le cas de certains qui sont ici présents et qui auront l'occasion de s'exprimer, Areva, Alstom, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire, comme le disait Roger, des entreprises plus petites, plus spécialisées sur certains composants. Et finalement, on se rend compte que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on a des acteurs français qui soit sont actifs, soit pourraient l'être assez facilement. Que ce soit sur la production de produits chimiques pour des fluides caloporteurs, que ce soit sur la production de miroirs, de trackers, d'ingénierie, etc., etc. Donc finalement, on se rend compte qu'on a une chaîne de valeur assez, finalement, assez constituée au niveau français et qui pourrait être à même finalement, de fournir de manière assez intégrée un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'était le premier point qui n'était pas intuitif, parce qu'effectivement, le point de départ, c'est de se dire finalement, c'est un domaine où on voit essentiellement des Espagnols, des Allemands, des Américains. Et c'était intéressant de se rendre compte qu'on a beaucoup d'acteurs en France qui sont soit déjà positionnés en premier rang ou en second rang, soit qui pourraient l'être assez facilement. Et donc par rapport à ça, cette hypothèse de part de marché de 10% qui a été évoquée, qu'on a prise comme référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 10% des grands appels d'offres donc de production électrique centralisée, on anticipe qu'un acteur français aurait un rôle de premier plan, c'est-à-dire soit un rôle d'EPC, soit un rôle de fournisseur principal de la technologie. On a volontairement exclu, je dirais, le fait que des acteurs français puissent participer comme sous-traitants à des consortiums emmenés par des acteurs américains, espagnols, etc. Donc on a de fait été conservateur là-dessus. On a volontairement exclu des plus petits projets, par exemple de fourniture d'électricité non connectée au réseau ou de chaleur industrielle. Donc on a été relativement conservateur, nous semble-t-il, sur cette hypothèse qui nous semble réaliste. Donc une fois que tout cela est dit, c'est une introduction un peu longue, mais oui, il va falloir accélérer. Hein. Qui me semble importante, justement, mais parce que je ne voulais pas m'arrêter trop longtemps sur les chiffres, simplement pour garder en tête quelques éléments. Sur cette base, ce qu'on peut anticiper, c'est que d'ici 2020, on pourrait attendre, en termes de création de valeur ajoutée, donc c'est en termes de contribution au PIB français, à peu près 1 milliard d'euros. À horizon 2030, on serait plutôt sur 2 milliards d'euros, hein, pour fixer les ordres de grandeur, avec finalement une part assez importante de cette création de valeur sur la fabrication de composants, mais également sur tout ce qui va être ingénierie, études, développement. En revanche, sur tout ce qui va être construction, exploitation, là, on s'attend à ce que ce soit essentiellement fait par des acteurs locaux, puisqu'ici, je présente des chiffres qui sont uniquement sur la partie export. En termes de création d'activités, donc, attention, ce n'est pas de la création d'emplois, on a vraiment raisonné ici en création d'équivalents temps plein par an, c'est-à-dire pour essayer de tenir compte du fait qu'on pouvait avoir des créations d'emplois, mais aussi du maintien de l'emploi pour certaines activités. Donc on raisonne plutôt en employabilité, donc en équivalent temps plein par an. Donc là, on parle de quoi? On parle d'environ 20 000 ETP d'ici 2020 sur les projets à l'export, mais ça serait bien 20 000 ETP en France pour des projets à l'export, et environ 50 000 à horizon 2050. C'est pour vraiment, je reste vraiment sur les grandes lignes pour juste passer quelques messages. Donc l'argument comme quoi la filière CSP n'est pas pourvoyeuse d'emploi, il est, par rapport à la biomasse par exemple, hein, qui mobilise beaucoup de monde, est à relativiser. Alors évidemment, là je parle de projets à l'export, et de fait il y a des filières enfin, vous avez évoqué la biomasse, qui sont éminemment locales. Donc c'est certain qu'on n'est pas peut-être sur la même logique, mais de même que d'autres filières industrielles françaises ou non françaises sont beaucoup destinées à l'export, et avec succès, celle-ci aussi pourrait générer une activité conséquente en France, même sur des projets à l'export. Alors après, il ne faut pas oublier que, là aussi ça a été rappelé, que dans les objectifs nationaux, on prévoit d'installer 540 MW en France à horizon 2020. Ça semble peut-être un peu ambitieux aujourd'hui, mais en tout cas, nous, on est parti de l'hypothèse qu'on pourrait avoir à court terme
une tranche, alors je ne dis pas un projet, mais bien une tranche de 100 MW installée en France. Ici, la création de valeur ajoutée en France est beaucoup plus importante, puisqu'on s'attend à ce que pour ces projets-là, contrairement à l'export, la valeur ajoutée nationale serait aussi présente sur les parties construction locale, mais aussi exploitation et maintenance au cours de toute la durée de vie du projet. Donc par rapport à ça, vous voyez sur ce graphique que pour une capacité équivalente, la valeur ajoutée pour un projet en France est beaucoup plus importante. Elle serait en l'occurrence pour 100 MW d'environ 300 millions, sachant que le coût d'investissement, ce n'est pas tout à fait comparable évidemment, mais le coût d'investissement serait plutôt de pratiquement 400 millions. Voilà, et pour terminer, un élément également qui nous a semblé intéressant, c'était de regarder pour un projet en France ce qu'on pouvait attendre comme retombée fiscale. Parce qu'effectivement, on parle du surcoût de la production électrique de ce type de projet, mais pour autant, c'est intéressant aussi de voir toutes les retombées fiscales, la fiscalité est beaucoup d'actualité en ce moment, on peut attendre de ce type de projet, que ce soit sur différents types de taxes, TVA, impôts sur les sociétés, mais aussi charges sociales, etc. Et là, ce qu'on constate, c'est assez intéressant, c'est que finalement, sur la durée de vie entière du projet, on atteindrait pour 1 euro investi. Alors évidemment, cet euro il serait investi par un acteur privé, hein, ce n'est pas du tout les mêmes poches qui reprendraient cet argent. Et pour 1 euro investi au départ, on aurait sur la durée de vie du projet plus de 60 centimes, 63 centimes récupérés par différents types de taxes. Donc c'est intéressant du point de vue budgétaire d'avoir cette vision-là, d'autant que si on compare ça à un projet de production électrique conventionnelle, type centrale à gaz, cette retombée fiscale pour un projet de centrale à gaz serait beaucoup plus faible. Voilà. Donc je m'arrête là pour les quelques éléments que je voulais mentionner et je suis à votre disposition pour d'autres questions. Merci Alexis Gazot. Roger Pujol, est-ce que ces chiffres vous font plaisir ? Je dirais, ces chiffres n'ont pas à nous faire plaisir ou pas. En fait, c'est pour ça qu'on a confié à un bureau d'études, si vous voulez, indépendant comme Ernst & Young, cette étude. En fait, nous, en tant qu'industriels, nous sommes persuadés, ma société fait l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'exportation, et nous savons très bien que quand on est sur des marchés d'exportation, nous connaissons effectivement les retombées sur le territoire national d'un travail à l'exportation. Les gens qui travaillent dans ma société, ne serait-ce qu'ils ont leur emploi en France, je dirais ils consomment leur salaire en France, etc., même si les travaux sur lesquels ils sont entièrement à l'exportation. Donc ce que nous voulions, c'est avoir des éléments incontestables. Et c'est pour ça que nous avons pris chaque fois des hypothèses modestes. Nous n'avons pas, ainsi que l'a rappelé Alexis, nous sommes persuadés que si on s'en donne les moyens, la part française pourrait dépasser les 10% dont on a parlé. Mais il nous a semblé intéressant de montrer que pour un effort qui serait demandé au pouvoir public, un effort modeste, c'est-à-dire une tranche de 100 MW, c'est quand même pas quelque chose de très important au niveau national. On a rappelé qu'on s'était engagé à en construire 6 fois plus normalement sur le territoire national. Eh bien, cet effort, en fait, aurait très rapidement des retombées positives. Donc oui, ces chiffres me font plaisir, ils ne font que confirmer ce dont nous sommes persuadés. Et c'est pour ça qu'on a créé, je dirais, cette commission de façon à réunir l'ensemble des acteurs et à porter ce message auprès des pouvoirs publics. D'accord. Et Alexis Gazot, imaginons que la filière s'emballe, qu'il y ait plein de projets un peu partout. Est-ce que la France aurait les compétences humaines ? Est-ce qu'on aurait les métiers embauchables, la main-d'œuvre qualifiée pour honorer ces projets ? Alors, comme pour d'autres filières, comme l'éolien offshore ou autre, bien sûr, ça nécessitera un effort de formation professionnelle, etc. C'est certain qu'il y aurait un pas à franchir en termes de qualification, de professionnalisation, etc. Mais pour autant, là aussi, il faut bien voir qu'un certain nombre d'acteurs français sont déjà en train de construire des projets à grande échelle. Là aussi, Areva aura l'occasion de s'exprimer sur ces projets en Inde en particulier. Alstom, via ses participations dans BrightSource, est aussi impliqué dans des très gros projets. On voit aujourd'hui effectivement que des GDF Suez, des EDF, etc. se positionnent sur ces projets. Donc c'est des acteurs qui ont de toute façon
aussi, je dirais, l'expérience de grands projets industriels dans le domaine de l'énergie ou dans d'autres domaines. On a des grands acteurs de la construction également. Donc, il n'y a pas de raison que le challenge soit impossible à remplir. Maintenant, bien entendu, il y aura des efforts d'adaptation, des qualifications. Mais ça, je pense que c'est vrai pour d'autres filières dites vertes. Merci Alexis. Alors, le problème du soleil, c'est que ça incite à la somnolence. Donc, je vais tout de suite réveiller la salle pour savoir s'il y a déjà des questions. On va prendre une question, puis je donne la parole à Jean-Guillaume Péladan. Est-ce que l'un d'entre vous aurait quelque chose à demander? Il n'y a personne. Eh bien, Jean-Guillaume Péladan, c'est à vous de parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que l'ADEME a mis en place pour la filière CSP avec vos AMI? Est-ce que ça a bien marché déjà? On a parlé de quatre projets sélectionnés, mais est-ce qu'il y a eu du répondant lorsque vous l'avez lancé? Alors bonjour à tous d'abord, donc j'ai pour mission de réveiller la salle, c'est ça? Ça c'est mon boulot à moi. Mais Bien, en résumé, j'espère que ça suscitera des questions. Donc juste en 2 mots, moi je m'occupe à l'ADEME des investissements d'avenir, donc ex-Grand Temps Plein, initiative qu'on peut dire quand même de taille mondiale, qui a pour but d'accélérer l'innovation sur les sujets jugés comme clés pour l'avenir. Donc le solaire thermodynamique a été jugé comme une thématique clé, stratégique pour la France, avec vraiment des enjeux de moyen et long terme. Ça a été très, très bien expliqué et quantifié par les précédents intervenants. Et donc le solaire en général, c'est une des 20 thématiques des investissements d'avenir de l'ADEME. Et on peut dire que sur cette filière-là, il y a eu un impact très significatif. Donc beaucoup de répondants. Ça fait partie des AMI qui ont eu le plus de projets en termes de réponse, avec une mobilisation de près de 200 acteurs au total. Donc, in fine, une sélection qui est quand même assez dure, parce qu'on est arrivé avec, alors sur le solaire purement thermodynamique, 4 projets, on en a parlé. En fait, on pourrait parler d'un peu plus, parce qu'il faudrait citer aussi le projet Scribe qui a été lauréat dans la MI sur le bâtiment et qui est une solution de solaire thermodynamique intégrée au bâti pour aussi produire du froid. Donc plutôt 5 lauréats et puis aussi une intervention en capital de l'ADEME dans la société Exosun qui est sur des trackers solaires, donc sur un sujet qui concerne à la fois le photovoltaïque mais également le thermodynamique. Donc aussi on a des interventions qui sont autour de ces sujets-là. Globalement, 4 projets, un grand succès je pense pour ce qui est de la couverture de l'AMI sur les solutions à l'export. Donc ce sont des projets qui sont bien orientés à l'export. On peut dire que la technologie Fresnel a été bien couverte, ainsi que la technologie cylindro-parabolique. Une couverture, en revanche, plus partielle pour les sujets d'hybridation et les machines de conversion. Et puis, un absent, c'était les centrales à tour. Mais globalement, donc, c'est un AMI qui a très bien marché, qui a été le reflet que c'était le bon moment, je dirais, pour réveiller peut-être une filière comme vous l'avez évoqué. Donc, aujourd'hui, les projets sont en cours. Mais les porteurs de projets en parlent mieux que nous. Et j'espère qu'ils auront l'occasion d'en parler à nouveau aujourd'hui. Et il y a eu un impact. Pour l'instant, les projets globalement marchent bien. Demain, nous serons à Cadarache pour inaugurer avec Schneider Electric le projet Microsol, qui est un des 4 projets qui ont été cités. Donc avec le démonstrateur, la première étape construite sur Cadarache qui est opérationnelle et qui sera inaugurée, donc on pourra la toucher du doigt. Donc voilà, les projets avancent, je pense qu'il y a eu un impact relativement important de cette AMI. Enveloppe globale pour ces 4 projets aidés? Alors, les 4 projets représentent un peu moins de 50 millions d'euros de volume d'investissement total. Enfin, 5 projets si je compte Scribe, avec 20 millions d'euros, un peu plus, d'investissement pourvu par l'État via l'ADEME. D'accord. Roger Pujol, c'est normal qu'on ne soit pas spécialiste de la tour, qu'on se positionne plutôt sur les miroirs, sur le Fresnel et le cylindre parabolique? Alors, je dirais, dans le cadre des AMI, effectivement, il n'y a pas eu de projet tour. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la tour, puisque
nous disposons d'une tour à Thémis qui s'appelle, disons, la tour de Thémis est toujours là. Et nous avons le CNRS, par exemple. Alors, ce n'était pas dans le cadre des AMI ADEME, mais c'était dans d'autres cadres plus de recherche, a déposé également des dossiers, un dossier qui s'appelle Pégase, qui a pour but d'installer en haut de la tour une installation qui permettra de faire une installation hybride avec une turbine à gaz. Excusez-moi, c'est un petit peu technique. C'est-à-dire, au lieu, dans une turbine à gaz, c'est comme un moteur d'avion, mais au lieu d'utiliser du fuel pour chauffer les gaz, eh bien là, on utilisera l'énergie solaire pour chauffer le gaz qui entraîne la turbine. Donc, il n'y a pas eu, dans le cadre du premier AMI, et j'espère qu'il y aura d'autres AMI, il n'y a pas eu de tour. Il faut savoir aussi, parce qu'il y a une difficulté pour la tour, c'est le coût d'investissement. C'est-à-dire que faire une tour de petite dimension au niveau laboratoire n'est pas très représentatif parce que les effets d'échelle sont quand même importants. Donc il vaut mieux travailler à l'échelle 1, et pour travailler à l'échelle 1, la tour de Thémis fait plus de 100 mètres de haut, donc il vaut mieux utiliser la tour existante et faire des projets dans la tour existante plutôt que de construire un petit peu partout quelques tours. Les tours se prêteraient bien, je dirais, à des programmes d'une dimension plus grande que ce qui était dans le cadre des AMI, parce que les montants d'investissement sont plus importants. D'accord. Vous voulez préciser le propos, Jean-Guillaume Péladan? Allez-y, prenez le micro. Non, c'est juste une précision, il n'y a pas de taille, je dirais, basse recherchée ou moyenne recherchée dans les AMI. Hein. Sur les différents champs où nous intervenons, il y a des projets qui font plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions d'euros, dans lesquels nous intervenons également. Donc voilà, il ne faut pas se poser ce genre de limites. L'intérêt, c'est vraiment d'intervenir sur un démonstrateur, sur une étape critique pour aller au marché, y compris lorsqu'on est à l'international. C'est essentiel pour le CSP. Et donc, c'est ça l'objectif. Et après, le projet il devra surtout être bien dimensionné pour que cette étape de démonstration soit une réussite. Alors, il faudrait que vous nous précisiez davantage les 4 projets retenus. Vous avez parlé de Microsol. Qu'est-ce qui vous a séduit, par exemple, dans Microsol? Microsol, on a une combinaison à la fois de stockage et de diverses sources d'énergie, donc y compris du photovoltaïque, avec, pour répondre à une problématique, typiquement dans un pays en voie de développement avec beaucoup de soleil, en Afrique, pour pouvoir avoir une production autonome. Donc on est sur une mini-centrale, si vous voulez, qui fait en même temps du stockage de l'énergie et qui permet de produire de l'électricité en permanence pour permettre à la communauté qui vivra autour de cette centrale, et grâce à ces centrales, d'avoir des services basiques comme de l'eau potable, de l'électricité la nuit pour refroidir des aliments, etc. Ou des médicaments. D'accord. Alors les 3 autres, est-ce que vous pouvez nous faire une petite fiche d'identité de chacun ? À moins que Roger Pujol les connaisse par cœur. Je vais faire ça, mais je vais laisser mon voisin qui est porteur d'un de ces projets-là expliquer. Voilà, je peux vous parler du projet que nous avons déposé. Il s'agit, alors sur une c'est la CNIM. Oui, que la CNIM a déposé. Il s'agit sur une technologie Fresnel de regarder l'adéquation des technologies thermodynamiques au site isolé. Le principe, c'était le site isolé, c'est-à-dire quand on est isolé d'un réseau. Donc, on rejoint un petit peu la même thématique que Microsol, mais à une échelle un petit peu plus grande. C'est-à-dire Microsol, on est sur les kilowatts. Nous, on se rapproche des centaines de kilowatts ou du mégawatt. Et si vous voulez, c'est construire une installation avec un stockage suffisant qui permet de s'isoler du réseau et d'aller alimenter une zone isolée qui a besoin d'une puissance. Alors là, nous avions choisi une taille, on va dire, qui était raisonnable parce que c'est un projet pilote, mais ça pourrait s'étendre à plusieurs mégawatts, voire à la dizaine de mégawatts. Un site isolé, il faut savoir que, par exemple, en Afrique subsaharienne, il y a certains pays qui fabriquent leur électricité avec des groupes électrogènes de quelques mégawatts, voire à une dizaine de mégawatts. Donc c'était ce type de marché qui était visé avec ce programme. Je laisse la parole à mon voisin pour les 2 autres.
Et pour vous donner une idée, les tailles de projet, lorsqu'on parle de microsol, on parle de ICAR, on parle de 10 à 11 millions d'euros en taille de projet avec une intervention du programme des investissements d'avenir de 4,4 millions pour ICAR et de 5,1 millions pour le projet microsol. Voilà, alors très rapidement, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, mais pour vous donner, je vais donc juste vous parler des enjeux des deux autres projets. Vous avez le projet LFR 500 qui est sur une recherche sur du linéaire Fresnel réflector, c'est ce que ça veut dire LFR, donc avec une exploration d'un champ de température plus élevé, donc pour dépasser, je dirais, les températures habituelles de 150 à 480 degrés, donc de pouvoir les monter jusqu'à 500 degrés, si vous voulez, sur l'opération. Et après, sur le projet STARS, là on est dans le stockage, avec Areva qui porte le projet. Pour vous donner une idée de la taille aussi, que vous ayez une idée, donc sur le projet STARS, on est sur un projet à 16 millions d'euros, un peu plus, 16,3, avec une intervention, alors, toujours sous forme de subvention et d'avance remboursable, avec une majorité d'avance remboursable, comme le regrettent beaucoup de porteurs de projets, mais c'est la règle sur les investissements d'avenir. La troisième table ronde parlera des accompagnements financiers. Voilà, et donc sur le projet STARS de 16,3 millions d'euros, on a une intervention de quasiment 7 millions d'euros. Donc voilà, le projet STARS, c'est un projet qui est sur le stockage, et je préférerais que ce soit les porteurs de projets qui en parlent. Je pense qu'il y aura l'occasion aujourd'hui. Elle sera là tout à l'heure, la représentante d'Areva. Merci Jean-Guillaume Péladan. Mais tout de même, répondez à la question de Roger Pujol. Y aura-t-il un AMI 2.0 pour la CSP ? Et juste de ça, s'il y a d'autres questions sur les projets, il y a quelqu'un qui les connaît très bien, qui est dans la salle, que je voulais quand même pointer. C'est Magali Schweitzer qui est tout au fond en rouge, avec la couleur. Elle peut lever la main peut-être. Donc voilà, c'est elle qui sait, il y en a d'autres à l'ADEME qui connaissent très bien ces projets, mais donc Magali Schweitzer est la responsable de cet AMI, entre autres, et pourra répondre à des questions beaucoup plus détaillées sur ces sujets-là. Alors, question centrale, et quoi demain ? Eh bien, il y a deux réponses. Premièrement, si aujourd'hui, à l'instant T, il y a un projet vraiment exceptionnel qui est mûr, vous pouvez venir nous voir sans qu'il y ait d'appel à projet. Donc, ça s'appelle un dépôt hors calendrier. C'est tout à fait possible dans les investissements d'avenir. Il faut venir nous voir, nous, et le commissariat général à l'investissement, donc pour avoir ce droit à ce dépôt dérogatoire. Mais c'est tout à fait possible, on l'a déjà fait, on continuera à le faire. Voilà, parce qu'on ne peut pas être que lié à des calendriers qui sont ouverts. Donc si vous avez un projet exceptionnel, venez nous voir, venez voir Magali Schweitzer, notamment, et Régis Lebars, qui est le responsable du programme à l'ADEME. Donc ça, c'est pour les cas particuliers. Il faut vraiment y penser. Deuxièmement, donc faut-il relancer un AMI sur ce sujet ? La question se pose aujourd'hui en fait sur plusieurs sujets. La réponse a déjà été donnée. D'ailleurs, il y a des AMI qui ont été relancés. Il y en a plus d'une dizaine aujourd'hui sur d'autres sujets. Il y en a un qui a été annoncé par Arnaud Montebourg la semaine dernière, donc sur le stockage et la conversion de l'énergie, notamment avec un volet hydrogène qui est inclus dans cet AMI. Il est en attente de publication. Dès qu'on aura l'arrêté de publication du journal officiel, il va être sur le site de l'ADEME. Donc voilà sur un sujet qui comprend le stockage, il y a un nouvel AMI. Se pose la question aujourd'hui du solaire thermodynamique, du solaire thermique également, et de certains éléments du solaire photovoltaïque qui, même s'ils ont été bien couverts par les premiers AMI, pourraient nécessiter un nouvel AMI. Donc la réflexion est absolument en cours maintenant. Donc c'est le moment de venir voir l'ADEME et par exemple la DGEC, le MRP, pour nous dire voilà, on a telle vision, il y a tel projet, c'est vraiment le moment, et de nous donner des exemples concrets de projets. Donc soyez convaincants et je pense que la porte s'ouvrira. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai une suggestion à vous faire, c'est de renouveler l'expérience que nous avions faite et qui avait donné lieu au premier AMI, c'est-à-dire de retravailler
sur une nouvelle feuille de route de ce que pourrait être la phase 2. Et on pourrait faire ce travail ensemble entre la Commission solaire thermodynamique, l'ADEME et bien entendu la DGEC. Ça serait une bonne suggestion et ça pourrait être un bon programme pour l'année 2014. Jean-Guillaume Péladan, est-ce qu'on est capable... Bien entendu, je suis en phase avec cette proposition. Est-ce qu'on est capable de voir si l'effort français est bien dimensionné par rapport à d'autres pays? Peut-être Alexis Gazot d'ailleurs peut nous répondre. Est-ce qu'on est fort sur l'accompagnement à la recherche par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Australie, par rapport aux États-Unis en matière de CSP? J'allais laisser parler M. Péladan, qui serait mieux passé que moi. Bah, disons que j'ai pas, sur la partie accompagnement à la recherche, je ne suis pas sûr d'avoir une vision complète. Nous, je sais qu'on travaille beaucoup avec des acteurs allemands, enfin bon, sans les citer, mais en tout cas, on constate qu'il y a une interaction entre le public et le privé qui est extrêmement forte et dynamique en Allemagne et qui est assez ancienne. Il y a eu des mises en place de clusters. Alors, on en a fait aussi, mais qui ont particulièrement bien fonctionné sur certains sujets en Allemagne. Donc de ce que je vois, effectivement, il y a beaucoup de choses à reprendre de l'Allemagne. Après, sans parler strictement de recherche, je sais que nous, on a été impliqués dans des initiatives, notamment en Angleterre, qui portent plutôt sur le financement, alors le financement de l'innovation, mais aussi le financement de réalisation de projets. Donc je pense notamment à la Green Investment Bank. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'innovation, il y a aussi des vraies questions sur lesquelles on a besoin d'acteurs publics, qu'ils soient nationaux ou supranationaux, comme la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, qui peuvent jouer un rôle dans le déploiement de ces technologies qui restent encore un petit peu perçues, en tout cas par des financeurs, comme parfois un petit peu plus risqués que la moyenne, et donc qui nécessitent parfois des instruments de garantie, de couverture du risque. Et donc, on l'a vu, il y a eu des initiatives qui ont été déjà conduites dans certains pays ou par certains mécanismes, mais de même qu'on a fait, par exemple, des fonds de garantie géothermie pour couvrir le risque géologique de la géothermie, on peut tout à fait imaginer pour des technologies pour lesquelles on voit qu'il y a du potentiel, qu'on mette en place aussi des instruments de financement innovants pour faciliter le démarrage du marché. C'est un marché, là aussi, il ne faut pas oublier, qui est considérable, hein, sur les chiffres qu'on a présentés à Horizon 2020. Ça représente un marché de 75 milliards à horizon 2020, par exemple, de nouveaux projets. Quand vous voyez que la société saoudienne Aqua Power, en septembre, a racheté le fabricant de miroirs paraboliques allemand Flabeck, c'est un signe aussi qu'il y a des industriels qui investissent, qui y croient. Donc voilà, c'est là aussi, je pense aussi que cette dimension financement, non seulement de l'innovation, mais aussi de projets, qu'il peut y avoir des réflexions sur l'utilisation d'appui public. Alors, de toute façon, ça sera le sujet de la troisième table ronde. Alors, après la réponse objective, la réponse subjective. Bon, c'est une excellente question. C'est pas très facile de répondre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un environnement en France qui est favorable à l'innovation. Il y a le crédit impôt recherche, il y a le statut de JEI. Lorsqu'on discute avec des investisseurs français ou étrangers sur ce sujet, on n'est pas démuni sur le contexte. Et après, lorsqu'on regarde l'investissement d'avenir, lorsqu'on compare par exemple à la Green Investment Bank, la Green Investment Bank, on les avait rencontrés il y a un moment, c'était balbutiant, c'était au début, avec une feuille de route, une gouvernance qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. En France, on essaie de construire, puis d'appliquer une stratégie industrielle. Et si vous voulez un peu, il y a eu l'annonce du président de la République et du ministre du redressement productif sur les 34 plans industriels, la nouvelle France industrielle. Et ils s'inscrivent aussi dans des réflexions tout à fait cohérentes avec le programme d'investissement d'avenir. On retrouve par exemple 12 plans qui sont 12 thématiques qui ont été portées depuis un moment, donc une continuité. Et c'est vrai qu'une stratégie, il faut avant tout qu'elle soit longue et continue, parce que si elle change tout le temps, c'est une catastrophe. Mais donc ça existe. Le programme d'investissement d'avenir, qui est quand même une innovation, même au niveau européen et mondial, avec une taille qu'on ne retrouve pas ailleurs, est aussi un outil très favorable. Si on va aux États-Unis, on regarde ce qui est fait dans le solaire, ce qui avait été fait sous l'inspiration du début de mandat d'Obama, finalement, à l'échelle de l'enjeu des marchés solaires, que ce soit dans le photovoltaïque ou dans le CSP aux États-Unis, on n'a pas forcément à rougir de ce qu'on fait à l'échelle de la France. D'accord. Roger Pujol, l'étape d'après l'innovation, c'est les projets pilotes.
vous en menez un. Ça se passe dans les Pyrénées-Orientales, hein, c'est ça, Oui. à Lyon, au titre des appels d'offres creux. Est-ce que vous êtes satisfait de ce dispositif creux ? Je vous ai entendu tout à l'heure appeler à une nouvelle édition qui réserverait tant de mégawatts au CSP. Alors, parlez-nous de ce dispositif. Disons que bien sûr, le premier appel d'offres creux a permis de démarrer, on va dire, puisque, comme je disais tout à l'heure, la R&D est bien entendu complètement indispensable, mais les références industrielles sont également indispensables, puisque, comme disait Alexis, un des grands problèmes aussi, c'est non seulement répondre aux appels d'offres, mais c'est également le financement. Et les banquiers, pour financer une installation, ils ont besoin d'en voir fonctionner, ils ont besoin de voir des références. Un cadre sécurisé comme le cadre français, les appels d'offres, qui vous garantit un rachat de l'électricité sur une durée de 20 ans, c'est quand même quelque chose qui est de nature à rassurer un banquier. Avec une signature je dirais de l'État français, c'est quand même important. Donc oui, je suis satisfait de ce dispositif. Et comme on le disait tout à l'heure, le seul problème, c'est pour développer une industrie, alors ça c'est valable pas uniquement pour le solaire thermodynamique, c'est qu'on a besoin aussi de visibilité dans le temps et de continuité, parce que si c'est du one-shot, ça limite, disons que les investissements industriels que l'on peut faire pour répondre à un appel d'offres qui n'apparaît qu'une fois ne sont pas de même nature que ceux que l'on fera si on est certain que dans la durée, d'autres appels d'offres arriveront. Si vous voulez, c'est pourquoi le Creux 2 n'a pas eu de tranche thermodynamique, mais nous souhaitons que sur le prochain, le Creux 3, une tranche thermodynamique soit dédiée, de façon à ce qu'on puisse poursuivre cet effort qui a été initié avec le Creux 1. Combien de mégawatts ? Alors, le Creux 1, il y a eu 21 mégawatts retenus. Pour le Creux 3, nous avons sollicité une tranche de 100 mégawatts. Et nous espérons que les pouvoirs publics nous écouteront là-dessus. Parce que, bien entendu, plus la taille des projets est importante et moins le coût de production de l'électricité l'est, puisque on a dans le domaine du solaire thermodynamique, on a les effets d'échelle tendent à diminuer beaucoup le coût de production de l'électricité. Pour deux raisons. Tout d'abord, il y a une partie salle des machines qui est une partie dont le prix n'augmente pas proportionnellement à la taille. Et puis, il y a une partie personnel d'exploitation. Il ne faut pas oublier que ce genre de centrale nécessite un personnel d'exploitation. Et le personnel d'exploitation, là aussi, on a besoin à peu près du même personnel, quelle que soit la taille. Et donc, l'importance relative du personnel d'exploitation dépend de la taille de l'installation. D'accord. Alors là, prenez votre casquette CNIM, qui avait donc gagné un projet à Lyon. Vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous avez construit ? Quand est-ce que ça démarre ? Combien de personnes sur le site ? Alors pour l'instant, sur le site, il n'y a qu'une station météo, il n'y a pas de personnes, parce que nous sommes dans une phase qui s'appelle la phase permis de construire et qui est un petit peu longue. Alors, nous n'avions peut-être pas choisi la facilité puisque nous sommes dans les Pyrénées-Orientales au niveau du parc, du parc naturel des Pyrénées et nous n'avons pas voulu brûler les étapes. Nous avons voulu être très respectueux de l'ensemble des procédures et donc on est obligé de faire de longues enquêtes, faune et flore, etc. Et donc pour l'instant, nous en sommes dans la phase de permis de construire qui devrait se terminer normalement au milieu de l'année prochaine. Donc la construction ne pourra démarrer que soit au deuxième semestre 2014, soit plus vraisemblablement fin 2014. Avec des premiers mégawattheures livrés. Il y a 2 ans de construction. D'accord. Ça nous fait 2016. Voilà. Ok. Comme Flamanville en fait. Une question de la salle. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à nos 3 intervenants ? Sinon, je passe la parole à Daniel Simonato. Bien sûr. Je crois qu'on fait comme ça. C'est bon, ça marche ? Oui, juste sur Aix, des réactions par rapport à la filière, aux appels à projets. Ils veulent de la précision. Alors, ils veulent de la précision dans 2 sens, parce que nous, on a un petit peu travaillé aussi sur STS, sur le projet. Ils veulent de la précision par rapport à ce qui est en cours, parce que c'est pas clair du tout, et par rapport à ce qui va venir.
Et la deuxième chose, un tweet un peu sympa qui est essayons de ne pas louper le virage industriel du CSP, comme ça a priori était un peu le cas au niveau du PV. Donc il y a une remarque et une question. Qui veut réagir à ces remarques et à ces questions? Je vais réagir à la deuxième parce que, excusez-moi, sur la première, j'ai pas compris. Ils veulent savoir où on en est sur quoi. Mais venez avec nous, Daniel Simonato. De toute façon, vous parlerez juste après. Voilà. Donc, asseyez-vous sur les futurs appels à projets. Oui, pas sur le. D'accord. Prenez un micro et asseyez-vous. Donc je laisserai la parole à mon voisin. Sur le deuxième point, oui, il ne faut pas louper le virage. Je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a quand même un élément important que nous n'avons peut-être pas suffisamment souligné. Le solaire thermodynamique, on est dans le domaine de l'énergie, on va dire, traditionnelle. Parce que finalement, une centrale solaire thermodynamique, on va dire, ça marche comme une centrale à gaz, comme une centrale à charbon, comme une centrale nucléaire. C'est-à-dire qu'on a une source de chaleur. Bon, dans ce cas particulier, la source de chaleur est le soleil. Et puis après, on va tomber sur ce qui fait partie des composants classiques d'une centrale thermique. On va trouver de la tuyauterie, des circuits thermodynamiques, etc. Et dans ce domaine-là, il faut savoir que les acteurs français, dans le domaine de l'énergie, sont des acteurs qui sont des acteurs importants, à la fois pour on va dire les besoins nationaux, mais qui sont de tout temps, qui ont été de tout temps des grands exportateurs dans ce domaine-là. Donc nous avons une base solide et mettons-la à profit. Ne ratons pas effectivement cette opportunité de placer le savoir-faire français sur ces appels d'offres internationaux. Donc plus que le savoir-faire, ce qui manque, c'est les références. Monsieur Péladan, est-ce que vous pouvez compléter? Alors, la question portait sur les futurs AMI ou sur quoi exactement Alors, je précise encore par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui sont en cours, on ne sait pas quel est le stade d'avancement. Et ceux qui sont à venir, ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qui va venir à quel moment. Là, on parle des AMI. Hein. On parle du creux aussi, auquel a répondu notamment la CNIL. Alors, je ne pourrais pas m'exprimer au nom de la DGEC sur la Creux. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'on a plutôt bien goupillé, je dirais, pour l'instant, le volet AMI, qui est donc un volet sur l'offre, et le volet Creux, qui est donc du déploiement, notamment des premières références. Et il faut continuer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le sujet. Ce que je peux vous dire sur les projets, donc actuellement, les projets lauréats des investissements d'avenir sur cette filière-là, donc il y en a plutôt 5 hein, si on compte le projet Scribe. Ils sont démarrés, ils sont financés, les premiers versements ont été faits, on regarde les seconds versements et on a des stades qui sont des avancements qui sont pas... On n'a pas de gros problèmes, il y a une vie des projets, mais aujourd'hui on n'a pas un projet qui est complètement arrêté, ce qui arrive dans d'autres domaines. Donc les projets avancent, si ça c'était la question. Après, et donne des résultats, et on saura à la fin de l'histoire que dans 3 ans. Hein, on parle de projets qui durent, en théorie, donc on est plutôt sur du 3-4 ans. En pratique, souvent ça dure un peu plus longtemps. Donc on sait bien qu'on verra à la fin de l'histoire dans quelques années seulement. C'est un petit peu tôt pour en dire plus. Après, sur les règles du jeu, sur les investissements d'avenir, donc je vous ai dit qu'il y avait un dépôt immédiat possible sur des projets exceptionnels et une réflexion sur un AMI qui serait un AMI qui aurait une forme un peu plus générique, qui serait ouvert à plusieurs types d'énergie renouvelable. Donc les réflexions sont en cours. Les règles du jeu générales n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'on cherche des projets qui sont stratégiques, bien sûr, qui ont un impact sur l'emploi et l'activité en France. C'est de l'argent public français. Il doit y avoir, du point de vue de l'État, un retour sur investissement et également un retour sur investissement financier. Donc il y a en général 2/3 de dettes d'État qu'on appelle des avances remboursables, qui sont en fait des aides avec intéressement systématique de l'État s'il y a succès économique du projet. Donc ça reste toujours vrai. Et donc l'État signe avec les porteurs de projets des conventions de financement où on dit, ben voilà, vous avez pour but de commercialiser telle ou telle chose, unité d'œuvre, et on indexe après le remboursement sur
le nombre de pièces vendues, sur le nombre de kilowattheures vendus, sur le nombre d'euros faits sur tel périmètre, sur des contrats avec des périodes de remboursement qui sont entre 5 et 10 ans. Voilà, et ça c'est le moyen d'intervention classique aide d'État. Et après, il y a un deuxième moyen d'intervention utile de rappeler ici, qui est une intervention en fonds propres. Et là, on a créé 2 dispositifs permanents depuis le début des investissements d'avenir. Le premier, c'est le fonds écotechnologie, dont certains ont peut-être entendu parler ici. Tiens, je vais faire un sondage. Alors les gens de l'ADEME, ils ne lèvent pas le doigt évidemment. Qui a entendu parler du fonds écotechnologie ? Bon, on a encore du boulot, donc je vais vous en parler 2 secondes. C'est un fonds qu'on a créé avec CDC Entreprises devenu BPI Investissement et qui donc est un fonds de capital risque dédié aux PME sur l'ensemble du champ d'intervention de l'ADEME. Donc vous prenez tous les appels à manifestation d'intérêt, y compris le CSP, le solaire thermique, le PV, etc. Et vous avez le champ d'intervention de ce fonds. Et en gros, il y a une présélection qui est faite par l'ADEME. Et après, sur avis des instances de pilotage des investissements d'avenir, la Caisse des dépôts BPI France fait son travail d'investisseur. Donc il y a déjà 5 investissements qui ont été faits par le fonds, doté de 150 millions d'euros. Donc on est sur un fonds de capital risque qui est bien utile dans le paysage français de l'innovation et qui a été créé donc il y a un peu plus d'un an. Deuxième possibilité d'intervention en fonds propres, c'est important, dans des cas de gros projets nécessitant de forts besoins de fonds propres, c'est l'ADEME qui intervient en direct. Donc l'ADEME est intervenu auprès d'Alstom dans le montage de la filière d'éolien offshore avec une société qui s'appelle Alstom Offshore France, société commune. Et également avec PSA sur l'hybridation hydro-oléopneumatique, qui est une alternative à l'hybridation par la batterie sur les véhicules particuliers. Et puis il y a d'autres projets en cours qui seront rendus publics dans les mois à venir. Donc ça, c'est possible, c'est des interventions qui sont sur des sociétés de projets donc créées spécifiquement pour monter ou créer une filière ou porter une technologie. On parle d'investissement plutôt de 5, 10, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors que le fonds écotechnologie, c'est pour les PME, ce sont des tickets de 1 à 10 millions d'euros. Merci, Monsieur Péladan. Je vais passer la parole à Daniel Simonato qui va nous présenter son projet. Mais Alexis Gazot, j'ai oublié de vous demander, est-ce que la mise en sommeil du projet Desertec a un peu plombé l'ambiance en France ? Est-ce que ça ne va pas se faire ? En tout cas, c'est moins bien barré qu'avant. Est-ce que ça n'a pas découragé certains industriels de la filière en France ? Disons que c'est certain que je pense que ça a envoyé un message qui n'était pas forcément très, très positif, et notamment avec en particulier le retrait de Siemens de ce projet, mais aussi le retrait de Siemens du solaire en général. Donc ça a fait partie des éléments, effectivement, qui ont fait dire à certains que c'était compliqué, je dirais, d'imaginer un développement fort sur ce marché. Mais cela dit, c'est pas parce que Desertec ou son initiative industrielle marque le pas que les projets de la région méditerranéenne, pour parler de cette région-là, s'arrêtent. Là aussi, M. Amran nous parlera du Maroc et du caractère assez pionnier de la démarche du Maroc en ce sens. Mais on a parlé tout à l'heure de l'Arabie Saoudite. On peut quand même rappeler qu'ils ont un objectif qui est quand même très très impressionnant, de 25 gigawatts horizon 2032, si je ne me trompe pas. Avec là aussi, j'ai parlé d'Aqua qui a fait une acquisition. C'est une société saoudienne qui maintenant s'équipe d'une capacité de produire des miroirs, qui est présente sur des projets au Maroc et en Afrique du Sud. Cette société n'était pas présente il y a quelques années sur ce marché. Donc c'est impressionnant aussi de voir que malgré tout, il y a des développements très importants au-delà de Desertec, sur des projets aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud. Là, l'Afrique du Sud vient d'annoncer de nouveaux projets a priori attribués sur du solaire thermodynamique, et là aussi avec des acteurs français qui prospectent ces marchés. Donc par rapport à ça, si vous voulez, non, moi je suis plutôt assez confiant, et je voulais revenir sur la question précédente qui était indiquée sur le virage industriel.
Je pense que c'est important, comme le rappelle Roger, de mentionner que beaucoup de ces projets thermodynamiques sont des grands projets industriels avec une dimension thermique, qui se prêtent assez bien aux expertises françaises en termes de construction, d'ingénierie de grands projets complexes, d'oil and gas aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de projets qui pourraient se développer en couplage avec des solutions thermiques conventionnelles ou pour l'extraction de pétrole. Enfin bon, sans rentrer dans les détails, mais on aura quelqu'un de Total d'ailleurs à la fin de la matinée. Et sur un paysage concurrentiel qui fait qu'il y a de la place aux acteurs français. Si on prend le linéaire Fresnel, je pense que ça ne fait pas de doute que la France est très bien représentée, par exemple, sur ce segment-là. D'accord, merci. 10h19, on va donner 10 minutes à Daniel Simonato pour qu'il nous explique que le concentré, ce n'est pas forcément de la grosse puissance. Ça peut être aussi de la petite puissance. Daniel, quel est l'objet du programme STS-MED que vous menez à Aix-en-Provence ? Je prends la petite zapette. Oui, prenez. Okay, merci. Donc, avant de commencer, quelques remerciements. Monsieur Pujol et OSER pour avoir la gentillesse de nous associer à cette très belle manifestation. Ça tombe pile poil dans ce qu'on devait faire, nous, au bout d'un an du projet, c'est-à-dire faire une promotion assez large de ce programme européen. Remercier également une très belle équipe à Aix-en-Provence. On est 4. On travaille beaucoup sur ce projet, même si on n'est pas des spécialistes. Le CU Provence, je présente en 2 minutes, c'est un centre d'accompagnement d'entreprises innovantes avec une pépinière d'entreprises. Et donc, on est impliqué dans pas mal de programmes européens, mais on n'est pas spécialiste du CSP. Par contre, on est situé sur le technopole de l'environnement, ce qui nous donne quand même une certaine légitimité et un certain nombre de contacts. Vous dire que donc c'est un projet qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisque on a l'implication de pas mal de pays de la rive méditerranéenne, avec notamment la Jordanie et l'Égypte, qui nous donnent entre autres des leçons de courage, puisque c'est des gens qui, malgré tout ce qui peut se passer chez eux, sont très réguliers et sont très efficaces dans leur travail. C'est un budget conséquent, c'est 5 millions d'euros. Donc on revient au budget de ces programmes-là. Oui, on n'est pas sur quelques centaines de mille. Hein, et vous, votre bailleur de fonds, c'est l'Europe. Hein. Et nous, c'est l'Europe, ouais. 90%. Ouais. Et puis pour moi, c'est aussi un projet hautement stratégique par rapport à 3 points. Le premier, c'est que c'est l'énergie. Et moi qui ai une fibre, on va dire, très très verte, je suis très sensible aux aspects énergie, consommation d'énergie, optimisation, etc. Ce qui m'intéressait aussi dans le projet, c'était qu'il y avait beaucoup d'applications possibles. Et ça, je pense qu'on va peut-être en parler un petit peu plus dans la matinée. Mais par rapport au PV classique, on est sur des choses très 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 larges. Et on se rend compte en fait qu'on va même sur du stockage et des choses très intéressantes. Hautement stratégique également par rapport au potentiel, par rapport à la filière française. Et je reviens un petit peu aux remarques de tout à l'heure. On est vraiment sur un virage, puisqu'il semble que le CSP monte en puissance, qu'il y a des gens qui vont en acheter, qu'il y a pas mal de techno, alors soit existantes, soit émergentes en France, qui fonctionnent bien. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment quelque chose à jouer. Je salue nos amis à Aix, donc vous l'avez compris, on est en duplex. On a un flux Twitter qui n'est pas très utilisé par la salle, sauf par un certain Paul, je ne sais plus comment. Et c'est peut-être parce qu'on n'a pas bien expliqué le mot dièse. Ouais. Le hashtag, c'est SERCSP13. Voilà. Je ne sais pas si on l'a remis quelque part, donc il y a bien hashtag devant et SERCSP13 derrière. Alors, votre projet, STS-MED. Oui, sinon... je vais me faire engueuler. Projet de coopération, 5 millions d'euros sur 3 ans, 13 partenaires, promotion des technologies CSP multigénératives. Là, on a dans le consortium CEA et Enea, si vous connaissez un petit peu les gros acteurs franco-italiens de l'énergie et des énergies renouvelables. On a sur les pays méditerranéens les ministères et ou des universités qui se travaillent aussi sur ces sujets-là. Et on a Chypre et la Grèce qui complètent au niveau des instituts de recherche. Vous pouvez passer à la suivante ou... Hop, attends, je suis allé trop loin. Ok, le cœur du projet... Non, il n'y en a pas une avant peut-être ? Ouais, si.
Le cœur du projet, c'est la promotion du CSP. On est bien sur la valorisation de start-up et de PME et de grands groupes autour du bassin méditerranéen, avec toutes les références que vous avez vues sur les volontés des acteurs, notamment des pays du Sud, de s'équiper en CSP. On va mettre en œuvre 4 démonstrateurs. Donc c'est là où on fait le lien avec le petit et le gros. On est sur du petit démonstrateur de 400 kg au niveau énergétique, qui vont être implantés sur 4 pays, on va dire, à potentiel. Ce qui est très important, c'est qu'on est sur, à chaque fois, une typologie de territoire, de population et d'application différenciée. L'idée, c'est de montrer qu'on peut faire à la fois de la désalinisation, à la fois du steaming, à la fois du cooling, du heating, si possible aussi, du stockage d'énergie. Alors là, j'ai fait un petit slide simplement par rapport à la filière française. Ce qu'on peut nous vous proposer dans le cadre de ce projet, c'est des contacts a priori directs, même si vous en avez déjà certainement beaucoup, mais peut-être que ça peut être complémentaire, avec les personnes qui travaillent sur ces sujets dans ces pays-là. Alors, niveau décideur ou pas, en tout cas, on a quand même un certain nombre de contacts, notamment en Jordanie et en Égypte. On a travaillé beaucoup sur du benchmark, des études, de l'analyse quantitative très spécifiques sur les pays ciblés dans le cadre du projet. Ça va être ouvert et disponible sur le site stsmed.eu. Donc là, je pense que c'est intéressant pour vous d'y aller et d'accéder à la donnée. D'ailleurs, j'avais une question. Est-ce que l'étude Ernst & Young, est-ce qu'elle est privée ou ouverte? Parce que ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde d'avoir les infos. Elle est distribuée à l'entrée, me semble-t-il. Elle est ouverte, d'accord. Oui. Donc ça peut être intéressant. Par contre, le bémol, c'est que, puisqu'on a déjà discuté notamment avec la CNIM, il n'y a pas de solution globale envisagée ou souhaitée plus précisément. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de l'intégration pour chaque pilote. Alors certes, il y aura évidemment des modules, des parties qui vont être complètes, comme je sais pas moi, le moteur ou des choses comme ça, mais ils veulent assembler à chaque fois des technologies différentes pour montrer que aussi on peut fabriquer des choses nouvelles et innover dans le domaine. J'ai fini. J'ai mis les références sur le site du projet, où il y a pas mal de choses sur les dernières réunions du consortium. Et il commence à y avoir de la base de données au niveau des études. Très bien. Voilà. Merci Daniel. 400 kW. Alors, je vais peut-être sauter une étape, mais avec quelle technique? Fresnel. Technique, c'est ouvert. C'est ouvert. Ça reste ouvert. C'est ouvert, ouais, c'est ouvert. Ouais. La France a sa spécialité, mais après, voilà. Merci beaucoup. Et pour info, il y a un industriel dans le projet, un seul, qui est Millennium Industries, si vous connaissez. Ce sont des Jordaniens qui ont fait, d'après ce qu'ils m'ont dit, la plus grosse centrale en Arabie Saoudite, en CSP. C'est du solaire. Ouais. C'est du solaire thermique, souffle la salle. Basse température. Ouais. Enfin, voilà, c'est juste pour vous dire, entre guillemets, le seul concurrent, mais je ne pense pas que ce soit lui qui mette en œuvre les pilotes, fait partie du consortium. Voilà, merci pour la tribune. Merci Daniel. Et s'il y a d'autres flux Twitter, Oui, vous êtes notre tweetant officiel jusqu'à 13h30. Est-ce que la salle souhaiterait poser une question à nos 4 messieurs? Oui. Allez-y, quelqu'un va venir vers vous. Oui, bonjour, Didier Martin, société Idelio Albi. Donc, je travaille sur un projet de concentration Fresnel linéaire aussi, associé à un stockage, avec la particularité donc, que je me cible plutôt effectivement le micro-CSP, en favorisant comme fluide l'usage de l'air, qui a beaucoup d'inconvénients, mais pas mal d'avantages. Et je voulais savoir, en termes de marché, notamment, Ernst & Young, vous avez dit que vous aviez exclu cette partie marché de votre étude, mais est-ce qu'on a un peu des éléments sur la dynamique que peut représenter la croissance de ce marché micro-CSP avec toutes les applications possibles que l'on a? Effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on a pu travailler dans certains marchés. Après, je ne serais pas
en capacité de vous donner des chiffres de but en blanc, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé dans le passé pour des développeurs de technologie essentiellement. Maintenant, là, effectivement, c'était un choix d'exclure ça de l'étude par volonté de simplification essentiellement. Mais c'est tout à fait un sujet sur lequel on pense qu'il y a du potentiel. Et sur lequel on a travaillé, mais à nouveau, dans certains marchés, et pas très récemment, il y a 2 ans. Autre question? Eh bien, merci messieurs. On est pile dans les temps. Ah non, oula, j'ai loupé quelqu'un. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Oui, bonjour. Alfie Malek, vous m'entendez? Oui, vous n'avez pas évoqué le froid, que ce soit en clim ou en réfrigération. Le marché du froid me semble quand même assez important. Je donne comme exemple, par exemple, Abu Dhabi, 60% de l'électricité est consommée en climatisation. Alors, est-ce que vous avez une estimation concernant ce marché? Je vais laisser Roger compléter, mais alors la première réponse est non. Enfin, j'ai pas d'estimation personnellement là-dessus, mais vous avez raison, c'est un sujet important. Et là aussi, on a fait à nouveau le choix de ne pas travailler sur des segments comme le couplage avec de la désalinisation qui a été évoqué ou beaucoup d'autres applications. Mais enfin, vous avez entièrement raison. On voit beaucoup de projets se développer, notamment dans le Golfe, sur des applications effectivement de froid solaire. Donc c'est tout à fait pertinent. Donc après, je laisse peut-être Roger ou... Non, je dirais, oui, j'ai malheureusement pas de chiffres à vous proposer parce que effectivement, on a tendance à se polariser quand on parle d'énergie renouvelable, on a tendance à se polariser sur l'aspect production électrique. Et effectivement, toutes les statistiques dont on dispose sont en général des prévisions de production d'électricité. Or, l'énergie solaire thermodynamique, c'est avant tout une production d'énergie primaire, c'est de l'énergie thermique. Et donc, on l'a cité, toutes les applications traditionnelles d'une énergie thermique peuvent être couvertes par l'énergie solaire thermodynamique. Alors, il y a le froid, mais je dirais il y a déjà toute la chaleur industrielle. En général, les industriels, pour faire fonctionner leur industrie, que ce soit l'industrie agroalimentaire ou d'autres industries, utilisent de la vapeur. Pour ça, ont des chaudières, alors ça dépend des pays, soit des chaudières à gaz, c'est des chaudières au fioul, mais en tout cas, c'est en général des chaudières qui utilisent un combustible fossile. Et pour peu que ces industries soient installées dans des zones favorables, on peut très bien substituer tout ou partie de l'énergie fossile par de l'énergie solaire. Là, on va dire, on est sur l'énergie primaire brute. On produit de la vapeur avec du solaire, on l'utilise directement dans l'industrie. Et après, il y a toutes les applications indirectes de la thermique, parce que le froid est une application indirecte. On peut faire du froid soit en passant par le vecteur électrique, effectivement on produit de l'électricité, puis on va utiliser des compresseurs pour faire du froid, ou on peut produire du froid directement avec la thermique, en utilisant des machines à absorption et produire directement du froid. Donc toutes ces utilisations sont possibles. Ce qui est un petit peu plus difficile pour répondre à votre question, c'est qu'autant on dispose de prévisions, et encore il faut se méfier sur les prévisions, mais où on dispose des prévisions globales sur les besoins en énergie électrique dans divers pays, etc., autant sur ces applications particulières que sont l'énergie de l'industrie, le froid, etc., il n'y a pas trop d'études globales, ou du moins je n'en connais pas d'études globales qui fassent un point sur le marché. Mais il est certain que le marché existe aussi. Monsieur Péladan, vous vouliez ajouter quelque chose? Très brièvement, oui, vous avez raison. Dans le passé, moi, je citais le projet Scribe, où typiquement il y a une application froid renouvelable qu'on a financée. Et à l'avenir, ça fait clairement partie des cibles stratégiques, c'est évident. Et donc, j'ai vu aussi avec attention que c'était dans la feuille de route du CER, et on est tout à fait d'accord sur le caractère stratégique à l'avenir aussi de ce marché, qui est multiforme, effectivement. Oui, il y a le froid, il y a le dessalement d'eau de mer, il y a toutes les applications thermiques. Dernière intervention de cette table ronde. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Marc Benmaras, SolarOmed. Je voudrais juste apporter quelques précisions. Tout à l'heure, Monsieur Simonato a récolté les demandes sur Internet pour savoir où sont les projets français de solaire thermodynamique. Donc, précision sur les projets portés par SolarOmed. Le projet LFR 500, décrit tout à l'heure par M. Péladan, est
coordonné par Solaromède. Il est aujourd'hui, j'allais dire, quasiment à mi-parcours, hein, donc il sera terminé à peu près dans les temps qui étaient prévus, c'est-à-dire à fin 2014, début 2015. Également, nous portons le projet Albanova, hein, le projet de centrale solaire Fresnel de 12 MW en Corse. Le projet, effectivement, voilà, c'est le projet Creux. C'est un des projets. Le deuxième avec celui de Monsieur Pujol. Exactement. Donc il y a un projet 12 MW Solaromède et un projet 9 MW de la CNIM. On est un peu plus chanceux, on a déjà obtenu le permis de construire. Aujourd'hui, on est en train de boucler les financements. Hein, on est en fin comme on dit, de closing financier. Et le démarrage des travaux est prévu en début de l'année prochaine, donc janvier-février 2014, pour une synchronisation, donc pour une mise en service à août 2015. Voilà. Merci de cette précision. De toute façon, on vous retrouve dans la troisième table ronde, Monsieur Benmaraz. Merci, messieurs. Merci juste beaucoup. Une dernière, oui, rapidement. Encore une fois, du flou Twitter. Pourquoi la spécialisation Fresnel en France ? Ah bah ça, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure. On m'a répondu. Je ne pense pas qu'il y ait une spécialisation Fresnel. J'ai rappelé en introduction que la France avait construit une tour il y a maintenant 30 ans et continue à avoir des programmes de R&D dans le domaine des tours. J'ai parlé du programme Pégase porté par le CNRS. Donc le hasard a fait que effectivement il y a un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent au Fresnel. Mais ce n'est pas une volonté, c'est un petit peu du hasard. Alors, c'est pas uniquement du hasard, c'est-à-dire que, à part les tours, puisque Alstom également a pris une participation dans Brightsource, qui est une société de tours, donc je dirais, à part les tours qui ont intéressé les Français, effectivement, les Français se sont spécialisés dans le Fresnel parce qu'il y avait une autre solution qui était le cylindre parabolique, qui a été massivement déployé, en particulier en Espagne, mais qui, je pense, je parlais au nom de l'ensemble des acteurs français, présentait quelques inconvénients, en particulier en termes environnementaux, et qui faisait qu'on a préféré sauter cette étape et passer directement à une étape qui a été le Fresnel. Donc je dirais que les acteurs français se positionnent sur les tours et sur les Fresnel. Voilà, mais ce n'est pas une spécialisation Fresnel. Il faut quand même dire que M. Fresnel était un savant français. C'est peut-être une raison. Du 18e, je ne sais plus, 18e siècle, peu importe. Est-ce que je peux vous remercier ce coup-ci? Ça y est, c'est bon. On va clore la table ronde. Merci beaucoup. On peut les applaudir, hein. Allons-y. Et lancer la deuxième. Donc à cette table, j'appelle